Bonsoir Monsieur Védrine, nous vous recevons pour Radio Lorraine Enragée. Je vous remercie pour votre intervention. Vous avez parlé de la Chine, vous en avez même beaucoup parlé. Et en ce moment, il y a une guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques petits détails sur cette guerre commerciale et comment, d'après vous, elle pourrait se conclure ? Ce qu'il faut retenir, c'est que depuis une vingtaine d'années, les Américains étaient tellement sûrs de dominer l'ensemble du système économique mondial après la disparition de l'Union soviétique qu'ils pensaient qu'accepter l'entrée de la Chine à l'Organisation mondiale du commerce en 2001, alors que la Chine ne remplissait pas vraiment toutes les conditions, c'était sans risque pour eux et qu'ils seraient toujours gagnants. Et avec le temps, ils se sont rendus compte que la Chine avait quand même un potentiel de développement géant, illimité, que la Chine ne respectait pas toutes les règles de l'OMC. Et entre-temps, une partie de l'électorat américain, les classes populaires d'abord, puis les classes moyennes, ont commencé à se dire que finalement le gagnant de la mondialisation, c'était la Chine et pas eux. Ce qui conduit, entre autres, à l'élection de Trump. Donc les Américains sont désemparés dans cette situation. Et Trump essaie d'inverser la vapeur. Alors oublions sa vulgarité qui est insupportable, mais si on regarde la ligne politique, il essaie de sortir d'un consensus qui a régné donc depuis Kissinger, en gros, sur le fait qu'il faut quand même toujours coopérer avec la Chine. Il essaie de bloquer la Chine et il a entamé cette guerre commerciale parce qu'il y a un déséquilibre commercial gigantesque entre les deux pays. C'est impossible de savoir comment ça va tourner. Les États-Unis peuvent vraiment infliger des dommages à la Chine dans l'immédiat, parce que le système chinois, depuis Deng Xiaoping, c'est que c'est l'usine du monde qui exporte partout. Mais il n'est pas sûr que les États-Unis puissent tenir la distance, il n'est pas sûr que la Chine ne puisse pas se venger d'une autre façon. Donc on est peut-être parti pour un long épisode à rebondissement, dont l'enjeu est de savoir si les États-Unis vont réussir, non pas à empêcher complètement, mais disons à ralentir ou à endiguer la montée de la Chine. Et la Chine détenant énormément de bons du trésor américain, elle a, semble-t-il, un levier très important sur les États-Unis. Oui, mais c'est pas non plus une solution géniale pour la Chine de s'en débarrasser. Voilà. Parce que où est-ce qu'ils mettraient leur argent à la place ? Parce que toutes les puissances ont besoin de mettre l'argent dans un endroit stable, gérable à long terme. Donc c'est plutôt une arme de menace qu'une arme d'emploi. Enfin, on peut rien écarter malgré tout. À propos d'un pays qui est pas très très loin de la Chine, qui est la Russie, pour le coup là vous en avez pas trop parlé, est-ce que il y aurait peut-être pas une nécessité, le mot est bien trop fort, mais en tout cas un intérêt pour la France de se rapprocher de la Russie et notamment de toutes les ouvertures économiques qu'elle possède? On n'a pas à se rapprocher de la Russie ou de personne d'autre, on a à gérer nos intérêts le mieux possible, dans le respect de nos convictions. Alors, sur ce terrain-là, moi je fais partie des gens minoritaires qui considèrent que dans la dégradation des relations entre l'Occident et la Russie depuis 25 ans, les torts sont partagés. Je ne pense pas que les torts soient que du côté russe. Je pense qu'il y a énormément d'erreurs, de provocations, de mépris inutiles, d'incompréhension du côté américain ou européen. On en arrive à une sorte d'impasse, de guerre de position, une sorte de guerre froide qui ne dit pas son nom, et qui à mon avis n'est pas du tout dans l'intérêt de la Russie bien sûr, mais pas du tout dans l'intérêt de l'Europe, puisque nous poussons sans le vouloir en réalité la Russie vers la Chine. Et donc je ne crois pas uniquement pour reconquérir des marchés en Russie, mais donc je crois que cette politique de sanctions est à courte vue, et qu'il faudrait en effet rétablir des relations moins tendues, moins anormales avec la Russie, mais pas le faire naïvement. Pas uniquement, il ne s'agit pas de devenir pro-russe, pas naïvement. C'est-à-dire qu'il faut rester armé, il faut rester dissuasif, il faut faire attention, mais quand même, on doit être capable d'établir avec la Russie une relation différente. Et puisque nous parlons de la Russie, peut-être quelques mots très rapides sur la situation en Ukraine. C'est un sujet dont on parle pratiquement plus maintenant dans les médias, alors que la situation s'est empirée même, d'après ce que j'ai vu récemment. Donc selon vous, quelle pourrait être une possible issue pour sortir de ce conflit ? La seule issue, c'est la neutralisation, la neutralité de l'Ukraine, que défendait par exemple jusqu'à sa mort Brzezinski, qui était l'ancien conseiller de Carter, mais surtout très connu comme géopoliticien,
polonais d'origine, donc archi-anti-russe, automatiquement, mais qui quand même était arrivé à la conviction que c'était idiot de vouloir mettre à tout prix l'Ukraine dans l'OTAN. C'est une provocation insupportable pour la Russie, surtout avec la base de Sébastopol. Donc bref, il défendait à la fin l'idée d'une neutralité de l'Ukraine qui serait totalement libre sur le plan interne et qui s'engagerait à n'entrer dans aucune alliance militaire. À mon avis, c'est ça la solution. Et une question, en tout cas, faut conclure. Je vais conclure car c'est ma dernière question vis-à-vis de ce que vous avez développé sur les flux migratoires, donc une grande question européenne, mondiale, mais en tout cas qui préoccupe beaucoup le peuple européen aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce que vous avez développé durant votre conférence, car c'est une solution qui semble très intéressante? En résumé, je pense que c'est un phénomène durable du monde contemporain qui ne concerne pas que l'Europe, mais en ce qui concerne l'Europe, je pense qu'on devrait pouvoir arriver, si on arrive à dépasser les exagérations à usage interne ou les postures électorales, à une politique très simple dans laquelle on préserve l'asile à tout prix pour les gens vraiment en danger. Mais quelqu'un qui veut simplement changer de pays pour chercher un job n'est pas un réfugié, n'est pas un demandeur d'asile. L'asile, c'est pour les gens en danger de mort, persécutés. Ça, il faut le sauver à tout prix. Tout prix. Et après, on verra, on ne sait pas du tout les nombres à l'avance, parce qu'on ne connaît pas les drames dans 5 ans, dans 10 ans. Et par ailleurs, pour tout ce qui est mouvement migratoire économique, je crois qu'il faut aller en Europe, comme partout dans le monde, d'ailleurs, il y a une cogestion entre les pays de départ, de transit et d'arrivée. Et donc, en pratique, fixer tous les ans ou tous les 2 ans des quotas par métier. Et que si on agit comme ça, on va un peu dédramatiser le sujet, on va faire baisser un peu le populisme, qui est une réaction au sentiment d'Europe passoire, même si c'est un peu injuste. Mais évidemment, ça suppose, d'être beaucoup plus humain et accueillant vis-à-vis des gens à qui on donne l'asile, beaucoup plus humain et accueillant par rapport aux gens à qui on donne le statut d'immigrants légaux, et en même temps d'être ferme tout en restant humain avec ceux qui n'ont pas droit à l'entrée illégale sur le territoire européen. Donc je reconnais que c'est compliqué à mettre en œuvre, mais quand on définit les objectifs comme ça, je pense que tout le monde devrait pouvoir se retrouver. Donc une gestion qui dépasse ce national. Oui, mais quand on dit ça, ça donne le sentiment à chaque pays qu'il n'a rien à faire, que c'est cool. Non, c'est pas ça. C'est une coopération internationale. C'est pas un pays isolé, mais ce sont des administrations, des législations, des actions nationales coordonnées dans le cadre de Schengen. Voilà. Merci.